Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Madame Wolf et à Monsieur Gallinet d'avoir donné l'impulsion à cette journée d'études. Merci aux participants d'avoir accepté cette invitation. C'est pour moi une première à la fois comme participant et comme organisateur. Donc, je vais vous présenter le cas des boulets de catapulte de Massalia. Prêt? Alors, parmi les objets retrouvés sur les chantiers de fouilles concernés par de l'activité militaire antique, peut nous permettre d'identifier sans ambiguïté à quelles armées ils appartenaient. On peut citer le cas des balles de fronde. Ça y est, ça fonctionne pas. Attendez. OK. Ça fonctionne. Oui, on peut citer le cas des balles de fronde à l'exemple de celle de l'oppidum de l'Ermitage à Agen. Inscrite en l'occurrence, on voit celle-ci au nom de Marcus Agrippa Imperator. Dans ce cas-ci, bon, l'armée d'appartenance laisse peu de doute. C'est écrit en toutes lettres. Ces projectiles de plomb auraient été employés lors de la campagne d'Agrippa contre les Aquitains révoltés en 38 avant notre ère. Les campagnes sont signalées par Appien et Dion Cassius. On se référera à l'étude de Florence Verdun de Mathias Châtaigneau, publiée dans la revue Aquitania en 2013. Ah, ça fonctionne ou pas? Allez. Sauf mention contraire, toutes les dates que je vais citer sont avant notre ère. Ensuite, je vais utiliser le terme Massaliette pour désigner les anciens Grecs de Marseille. C'est la forme ionienne archaïque qui était utilisée par les Massaliotes pour se désigner eux-mêmes. La forme Massaliote étant celle utilisée par le koiné hellénistique. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, soutenue ici même au printemps dernier, j'ai été amené à m'intéresser à la question des boulets de catapulte en basalte retrouvés en grand nombre sur des sites grecs et gaulois du midi de la France et en périphérie. À l'exemple des boulets de Roquepertus qu'on voit ici, la vaste majorité des boulets sont de faciès vacuolaire gris. Le faciès vacuolaire, rapidement, ça correspond à la couche supérieure des coulées de lave. Donc, c'est les couches qui sont les plus facilement accessibles et les plus faciles à travailler aussi. Les couches internes qui comportent moins de vacuoles, donc des anciennes bulles de gaz, sont beaucoup plus dures à tailler. Ensuite, on se retrouve ici à la réserve Guy Lussac avec le professeur Pierre Rochette de l'Université Aix-Marseille en train de mesurer des boulets de l'ancienne ville grecque. Ces projectiles de catapulte qui n'avaient jamais fait l'objet d'une étude exhaustive et sous un aspect archéométrique se sont révélés être d'excellents fossiles directeurs permettant d'identifier l'armée qui en faisait usage. Donc, voici la carte de répartition des découvertes indiquées par les cercles gris. Le corpus se compose actuellement de 79 boulets, soit 71 exemplaires complets et 8 fragments répartis sur 16 sites archéologiques. C'est à Marseille qu'a été découvert le plus grand nombre de boulets, donc 31 sur 79, et où l'on retrouve la plus grande diversité de calibres. Presque chaque calibre découvert sur les autres sites se retrouve à Marseille. La majorité des autres découvertes se concentrent au nord immédiat de Marseille, en territoire celto-ligure. Donc, on voit bien ici la concentration. Les celto-ligures donc, sont connus par les sources littéraires comme ennemis des Massaliettes au 2e et 1er siècle avant notre ère. On retrouve également des boulets de basalte à l'ouest du Rhône sur 4 sites languedociens, donc Ambrosum, Agde, Mont-Lorès et Pêche-Mao, et un site roussillonnais, Collioure, ici en bas. Ensuite, on retrouve également un boulet sur le site d'Agen, le point 14 ici. On voit la flèche, non? On indique, OK. C'est sur le même site où ont été retrouvées les balles de fronde inscrites en l'occurrence. Et un autre boulet, en fait, il y en a 2 ou 3 de plus sur les sites du petit camp de César à Gergovie. Donc, boulet de basalte. Je vais vous en parler un peu plus après. Les contextes de découverte vont de la fin du 3e siècle pour Pêche-Mao à 38 avec l'oppidum de l'Ermitage à Agen. L'objectif premier de cette étude a été de déterminer l'origine des basaltes. Voici quelles possibilités on avait à la base.
Donc, évidemment, en déterminant la provenance, le but était de déterminer qui en avait fait usage anciennement. Donc, ça, c'est largement. Au niveau régional, on retrouve les coulées de basalte dans le secteur d'Agde, ici au centre, la basse vallée de l'Hérault, dans le secteur de Bandol-Evnos, ici, et dans le secteur en Catalogne, en fait, dans le nord-est de la Catalogne. Deux types d'analyses ont été réalisées au niveau des boulets et des différentes coulées régionales. Avec la collaboration de Floris Parra de l'Université Montpellier 2, des analyses géochimiques légèrement destructives ont été faites sur un échantillonnage réduit du corpus, à savoir 11 boulets, provenant des sites d'Entremont, de la Baronne, de Pont-Lorès et de Collioure. Le même type d'analyse, quelqu'un essaie de parler ou... Non, OK. Le même type d'analyse a été... Le même type d'analyse a été effectué au niveau des coulées régionales quand les données n'étaient pas disponibles. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà consulté la thèse, les choses ont légèrement évolué. Donc, voici la comparaison de SiO2 à NaKTO, donc silicium au potassium et au sodium, pardon. Donc, je vais me retourner comme ça. Ici, le point jaune, c'est la carrière d'Agde, la carrière de Rochelongue près de Agde, et ici, la carrière de Saint-Tibéry. Juste ici, on a Olot et Evnos. Et après, c'est les valeurs des autres sources de basalte dans la basse vallée de l'Hérault. Donc, on voit que notre nuage de points est concentré dans un endroit spécifique. Et que finalement, en fait, ça nous donne trois carrières différentes, qui sont les trois carrières qui étaient à proximité immédiate de l'établissement Massayette d'Agaté, donc Agde d'aujourd'hui, qu'on voit ici. Donc, Rochelongue au sud de la ville, en Bonne pareillement, et Saint-Tibéry en haut. Alors. Donc oui, les données nous permettent en plus d'identifier les carrières agatoises, ça nous permet d'exclure clairement le secteur d'Evnos, mais aussi le secteur de l'os qui peut sembler près de Saint-Tibéry, mais qui se distingue quand même de la plupart des boulets. Et de toute manière, d'autres analyses nous ont montré que clairement, ça ne vient pas de là-bas. Alors, les analyses géochimiques ont été doublées d'analyses de susceptibilité magnétique. Donc, il s'agit de calculer le taux de magnétisme dans la pierre à l'aide d'une machine portative qu'on voit ici, c'est la 4 et 10. On est sur la coulée d'Ambonne. Et donc, ça nous donne des valeurs, des gammes de valeurs pour chaque coulée. Ici, on peut voir rapidement que les coulées d'Ambonne et de Rochelongue comportent des valeurs plus basses. En fait, à Ambonne, on a deux lithologies différentes, une de valeur basse et une de valeur un peu plus haute. Ensuite, Saint-Tibéry, c'est un peu plus haut. Donc, ça nous permet quand même de faire la différence entre les deux secteurs. Ensuite, on retrouve Roque-Haute et Agdeville, qui, a priori, n'ont pas servi de carrière. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, voici le professeur Pierre Rochette qui prend des mesures sur la coulée de Saint-Tibéry. Pour information, il faut simplement poser la machine sur la pierre sur une surface suffisamment plate et la retirer. On obtient des valeurs, on en prend plusieurs par carrière et on compare avec les objets archéologiques. Donc, ces mesures ont été faites sur les différentes coulées et sur l'ensemble du corpus de boulets et ça fonctionne de manière générale avec les analyses de susceptibilité magnétique. Donc, en vert, on a les carrières. Pour Rochelongue, par exemple, on a des valeurs qui vont de 1.4 à 6.7 en 10.3 SI, le système international. Et les boulets dont la géochimie indique Rochelongue entre dans cette gamme, ce n'est pas un problème. Pour Ambonne, c'est la même chose. En ce qui concerne Saint-Tibéry, on a 2 boulets sur 5 qui sont un peu plus bas. Ça s'explique par le fait qu'à Saint-Tibéry, la coulée est très basse et surtout elle est en exploitation par la carrière FH. Ça ressemble à ça aujourd'hui. Donc, les couches antiques ont très peu de chances. Ah oui, bien joué. Les couches antiques ont très peu de chances d'exister encore.
Et on perçoit quand même des valeurs plus basses au niveau de la Richelieu au Cap d'Agde. Donc, c'est une digue qui a été faite avec des pierres de Saint-Tibéry et quand on fait la susceptibilité, on perçoit ces valeurs basses qu'on n'a pas sur la coulée, sur les endroits où on a pris des mesures. Alors, voici la courbe cumulative des susceptibilités magnétiques de l'ensemble du corpus de boulets. Donc, je crois on va de 1,5 non, attendez, on va de 1,5 à 18,2. 66% des boulets se concentrent dans les gammes basses, donc qui fonctionnent avec roche longue et en bonne. Ensuite, donc, dans notre 66%, par exemple, ça se distingue clairement de Evenos, du secteur de Bandol Evenos, où on a des mesures qui vont de 12 à 18,2 et encore plus de lots avec des mesures qui vont de 17 à 45. De toute manière, ces deux carrières-là, ces deux coulées de lave sont dans les terres, beaucoup plus difficiles d'accès que Rochelongue ou Ambonne, qui sont à proximité immédiate de la mer. D'ailleurs, il y a des boulets qui ont été retrouvés par les plongeurs en face de Agde. C'est assez clair que les boulets étaient transportés par mer vers une destination que je vais vous révéler dans un instant. Rapidement, je vais vous montrer la carrière d'Ambonne qui a été étudiée archéologiquement. Il nous reste une belle section, en fait. Elle devait aller jusqu'au Mont-Saint-Loup qu'on voit ici et jusqu'à la mer. Donc, il nous reste ici. C'est dans le jardin autour du musée de l'Éphèbe. La carrière, elle a été exploitée dans l'Antiquité, normalement que dans l'Antiquité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir. On a des tas d'éclats de taille, de rejets de taille aussi, et qui parsèment le site. Là, je vous montre qu'une petite partie pour vous donner une idée. Donc ici, on a des plus petits éclats. On passe des gros éclats aux plus petits éclats et ils ont décidé de les classer au même endroit. C'est assez drôle. On a encore des fragments de meules qui traînent dans les tas. Donc, un ici. Et des fois, on se prend même à avoir des boulets. Donc, j'ai pris une photo qui semble super évidente, mais en réalité, quand on observe l'objet, c'est plus difficile à dire. Donc, il faudrait que je prenne des mesures et que je regarde la chose plus sérieusement. Donc là, c'est une partie de la villa d'Ambonne qui était occupée à partir de la fin du deuxième. J'ai mis deuxième, mais c'est la fin du deuxième. On a la villa qui est ici et des ateliers adjacents. Ils ont trouvé deux cases, une case avec des plus gros éclats et une case avec des plus petits éclats, donc des ateliers de raffinage. Allez, l'étude métrologique. Je vais essayer de la retrouver dans mon texte que j'ai quitté depuis un moment. Donc, à tout le moins en ce qui me concerne, une des grandes surprises de cette étude a été de réaliser que leur corpus de boulets comportait une métrologie grecque, soit la mine euboïque de 436 grammes. Il faut préciser que pendant longtemps, on a cru et on croit encore d'ailleurs que les boulets découverts dans le midi de la France étaient romains, mais en réalité, pas du tout. La mise en évidence de cette unité de mesure révèle ainsi l'origine grecque des boulets et par là Massaliette, comme l'indiquent également les carrières de provenance situées dans le giron de la cité grecque à travers son établissement d'Agathée. Alors, on va passer ici, donc, non, pas tout à fait. Donc ici, on a les modules, les calibres inférieurs de 6 à 10 mines. On perçoit clairement des séries sur le schéma. Je crois que ce n'est pas que moi. Donc, une série de 6 mines, de 8 mines et de 10 mines. Je précise que les fragments sont inclus dans ce tableau et dans le suivant. On les a distingués en fonction de la susceptibilité magnétique. Et ensuite, les boulets qu'on classe dans une catégorie, ça va être les boulets qui sont soit un peu inférieurs ou carrément sur la catégorie ou un peu supérieurs. Ensuite, on a des boulets qui sont très usés, qu'on doit placer parfois dans la catégorie supérieure. Comme ici, les deux premiers boulets, en fait, on peut voir que les diamètres fonctionnent plus avec les séries de 6 mines que de 4 mines. Ici, on en aurait un de 4 mines, ça existe. Je vais vous montrer des exemples comparatifs ensuite.
Alors, les boulets de poids supérieur. Ah oui, ces boulets-là, je vais vous en montrer. En fait, là, pour les inférieurs, on est sur du boulet anti-personnel. Malheureusement, je n'ai pas de photo à côté. Donc, des boulets qui servent à balayer les créneaux, mais aussi à des combats urbains. Quand une ville va être prise, en fait, en tout cas dans le monde hellénistique. Ah, très bien. OK. On va mettre Les fans. en silencieux. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est bon. Fait que oui, ben, dans les traités comme traité de fortification de Philon de Byzance qui est écrit à la fin du 3e siècle, bon, il va nous expliquer que dans chaque quartier, on va faire des îlots de maisons, on va donner à chaque îlot des catapultes de 10 000, donc c'est les derniers boulets qu'on a ici, aux habitants pour se défendre contre une éventuelle incursion. Donc, c'est vraiment des armes antipersonnelles. Là, on passe aux armes antimatérielles. Donc, c'est les boulets de poids supérieur. On distingue des séries de 14, 16, 18, 20 mines. On en a encore qui montent jusqu'à 70 mines. Alors, les calibres les plus populaires à Massalia paraissent avoir été de ceux de 6, 8, 10, 14, 18 et 20 mines, qui représentent 70% de la base de données. Les calibres les plus utilisés lors des campagnes militaires sont ceux de 6, 8 et 10 mines. C'est 60% des découvertes de boulets à l'extérieur de Marseille et d'Agde, qui était le centre de production. Mais donc, on ne peut pas nécessairement se fier à ça parce que, en fait, les boulets devaient être normalement récupérés après les batailles. Et les boulets de plus petit calibre sont plus faciles à égarer aussi. Donc, sur des sites où on retrouve des petits boulets, c'est pas, il y a des chances qu'il y ait eu des catapultes de module supérieur, mais qu'on ne retrouve pas les boulets aujourd'hui parce qu'ils sont partis avec. Ensuite, les calibres les plus importants sont retrouvés à Marseille, à Agde, à Roque-Perceuse, attaqués à la fin du 3e, Saint-Blaise vers 125-123, Entremont, pareil, 125-123 et 90. Donc, à ces endroits-là, les Marseillais ont décidé de transporter des catapultes plus importantes. Mais il faut quand même se rappeler de ce que je viens de dire avant. Alors, voici un tableau de comparaison entre différentes cités du monde méditerranéen. Donc, la mine euboïque, en réalité, c'était une unité standard pour la production de boulets partout autour de la Méditerranée. Ici, je n'ai pas tout mis. Il y aura encore à mettre Carthage, mais là-bas, les poids sont... Il faudrait les reprendre, quoi, tout simplement. En gros, on peut voir que dans la catégorie supérieure, on a Pergame, donc, qui tire vers le bas, donc des poulets de poids plus importants. Je vais vous montrer une photo de l'arsenal tout à l'heure. Ensuite, dans les plus importants, on a Rhodes. Tel d'or, ça ressemble un peu plus à Marseille, quoi, qui ont des boulets plus importants. Et ensuite, on a Ségès en Sicile, qui émet beaucoup le calibre de 20 mines ou 8,7 kg. Allez, c'est parti pour les sources littéraires. Alors, les catapultes, l'usage des catapultes est déjà connu à Marseille en réalité. Donc, on a un premier passage, c'est de Posidonius, c'est la source de Strabon. Strabon utilise Posidonius en l'occurrence, qui nous dit, à propos des Massaliettes, il disposait en outre autrefois d'une grande quantité de navires ainsi que d'armes et d'engins, donc organon en grec, multiples pour les transports par mer et pour le siège des villes, prospoliorkas. Grâce à quoi ils purent d'une part résister aux barbares, d'autre part se gagner l'amitié des Romains auxquels ils rendirent d'utiles services à maintes occasions et qui, dans maintes occasions aussi, les aidèrent à accroître leur puissance. Donc là, Posidonius nous donne l'exemple du consul C. Sextius Calvinius qui, en 124-123, vient à bout des Saliens après avoir fondé près de Massalia Aquae Sextiae. Donc, il établit une garnison et Sextius fait cadeau aux Marseillais du territoire côtier ligure évacué. Donc, on comprendra que les Marseillais ont dû appuyer le consul militairement pour recevoir ce petit cadeau. Donc, le dernier passage de Strabon, c'est un complément au récit de Posidonius. Là, c'est Strabon qui parle, en fait. Mais lors de la guerre civile menée par Pompée contre César, les Massaliotes, qui avaient embrassé la cause du parti vaincu, perdirent le plus clair de leur prospérité. Il subsiste néanmoins dans la population quelques traces de leur antique esprit d'entreprise, en particulier dans le domaine de la fabrication des machines de guerre, tas organopoias, et dans celui de l'armement naval.
Alors, ce terme organon poias et le terme organon, on va voir qu'est-ce que ça veut dire plus précisément. Philon de Byzance, toujours lui, dans son Bello Poica, au tout début, nous dit « Il est maintenant temps d'expliquer le sujet de la fabrication des pièces d'artillerie, donc Bello Poica, appelée par certains la fabrication de machines de guerre, organon poias ». Donc, le terme organon poias donc, signifie la fabrication de pièces d'artillerie aussi. Et par extension, le terme organon ça signifie les catapultes. Peut-être pas exclusivement, mais en tout cas, c'est sûr que ça les inclut. Et bon, les deux termes, pour le coup, se comprennent mieux dans le cas de Marseille maintenant avec cette étude. Un autre passage de Posidonius, toujours dans Strabon. Ici, du reste, comme à Massalia, comme à Cyzique, tout ce qui est chantier de construction navale, fabrique de machines de guerre, tas organopoias, dépôt d'armes et établissement du même genre est l'objet d'un soin particulier. On peut même dire qu'ici, l'organisation est encore meilleure que dans les autres villes. Donc, ici, on est vers la fin du 1er siècle et Posidonios compare carrément Massalia à Rhodes. Pour le cas de Cyzique, qui est situé sur l'Hellespont, donc sur la rive gauche, en Turquie actuelle, j'ai essayé de faire des recherches, mais je n'ai pas trouvé la trace de fouilles archéologiques et de boulets de catapultes, malheureusement. Alors. Dernier passage qui parle des catapultes et qui nous donne un instantané de la puissance des Massaliettes en 49, lors du siège de la ville par César. Donc, c'est le Bellum Civile, la guerre civile. Il y avait depuis longtemps dans la place un tel, en parlant de Massalia évidemment, il y avait depuis longtemps dans la place un tel approvisionnement de matériel de guerre de toutes sortes, une telle quantité de pièces d'artillerie, multitudo tourmentorum, qu'aucune baraque d'approche en osier ne pouvait en soutenir la puissance. Des poutres de 12 pieds de long, garnies de pointes de fer lancées par d'énormes balises, maximis ballistis, se fichaient en terre après avoir traversé 4 ans de clés. En avant, une tortue de 60 pieds qui permettait d'aplanir le terrain, construite elle aussi de bois d'une très grande solidité et recouverte de tout ce qui pouvait la protéger contre les projectiles incendiaires et contre les pierres lapides. Mais l'ampleur des travaux effectués, la hauteur du rempart et des tours, la multitude des machines de guerre ralentissaient toute la conduite des opérations. Donc, le terme tourmentum signifie à la fois la machine, le système de propulsion et le boulet aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça a pris 8 mois pour prendre la ville. Et bon, ça expose bien la puissance de feu des Marseillais à cette époque-là, qui s'est d'ailleurs poursuivi par la suite, comme nous le dit Strabon dans le passage précédent, que les Marseillais ont quand même continué à ils ont gardé leur spécialité de constructeur de pièces d'artillerie pendant un moment après. Alors, Posidonius nous révèle par ailleurs que les Marseillais ont fréquemment appuyé les Romains à l'aide de leurs pièces d'artillerie, en l'occurrence. Cette situation est notamment détectable entre Mont et Saint-Blaise, donc le point 7 ici et le point 9. Des sites qui seraient attaqués lors des campagnes de Sextius Calvinius. C'est Diodore de Sicile, je crois, qui nous dit que le consul prend la ville des Saliens, peut-être Entremont. Et bon, on ne nous parle pas des Marseillais, mais les Marseillais étaient bien derrière avec des catapultes a priori. Tout indique que sur ces deux sites, c'est bien le cas. Et surtout, la configuration soldats romains qui procèdent à l'assaut et grecs qui s'occupent de l'artillerie, elle est bien connue en Orient à la même époque. Dans la première moitié du 2e siècle, par exemple, à chaque fois où les Romains où des catapultes sont impliqués avec l'armée romaine dans des campagnes en Orient, en mer Égée en l'occurrence, les catapultes sont toujours d'origine grecque. C'est souvent le roi de Pergame, dont on a vu l'importante artillerie tout à l'heure, qui intervient aux côtés des Romains. Donc, on aurait le même schéma ici avec les Marseillais. La catapulte est vraiment une spécialité grecque et les Romains, leur spécialité, c'est l'assaut avec les échelles et le bélier pendant très longtemps. La catapulte, je crois, n'est pas vraiment intégrée dans l'armée romaine avant la guerre des Gaules. C'est une information à vérifier, mais ça vient très tard, en fait.
Alors, un autre site, le site de Peshmao, où je crois, déjà maintenant, on sait que les Marseillais étaient sur place lors de l'attaque, avec les analyses de boulettes de basalte, et je crois aussi que les Romains étaient derrière, parce que c'est eux qui avaient intérêt à cette époque-là à obtenir l'accès terrestre. Je vais retrouver mon texte rapidement pour ne pas manquer aucune information. Alors, donc, à la fin du 3e siècle, les Romains cherchent à obtenir l'accès terrestre dans le sud de la France. C'est un passage, deux passages de Strabon qui nous permettent d'avoir la date de 203. En gros, il dit qu'en 123, quand le consul Sextus Calvinus dégage l'accès terrestre entre Marseille et l'Italie, ça faisait 80 ans que les Romains faisaient la guerre pour obtenir l'accès terrestre. Donc, ça nous ramène dans les dernières années de la Deuxième Guerre punique, ou précisément en 203. Et la chose est tout à fait logique. Bon, déjà, je vais vous expliquer la situation du site de Peshmao et ensuite la cause du besoin des Romains d'avoir accès. Donc, le site de Peshmao se retrouve ici, entre les Corbières et la mer. On va s'approcher un petit peu. La carte de Google Relief aide à mieux percevoir. Ce secteur, en fait, il a une configuration précisément similaire à celui des Thermopyles en Grèce. On a la mer, la montagne, petit passage. Donc, si on prenait les deux photos avec les Thermopyles, c'est exactement la même chose. Donc, Peshmao prenait place au nord de ce passage, à une dizaine de kilomètres au sud du site qui va devenir Narbonne, Narbo-Martius. Donc, si on s'approche encore, le site est ici. On peut voir à quel point il est stratégique. Les deux axes de circulation actuels passent un à gauche et un à droite, et lui, il est au centre. Le cercle noir, c'était probablement le passage à gué à la protohistoire. La circulation donc devait se faire à proximité du site, circulation nord-sud. Et ici, on voit des genres de petites vagues, c'était sous eau à l'Antiquité. Donc, la circulation ne pouvait se faire que sur le flanc ouest du site. Et de plus près, c'est un très petit site, mais avec un système de fortification surdimensionné par rapport à sa taille. Le pouvoir qui le gère se trouve probablement ailleurs, dans le secteur de Narbonne pré-romain. Là, on peut voir rapidement, on a par exemple 3 séries de courtines. C'est un cas unique pour la Gaule méridionale. Et donc, il bloquait le passage, il était surfortifié et les Romains voulaient l'accès terrestre. En gros, voici le passage. Donc, c'est Strabon 4, 1, 5 et 6, 3 qui nous permet d'avoir la date de 203 pour le début de l'effort romano-massaliote en Italie, en Espagne. Et donc, pourquoi ils veulent l'accès terrestre? Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Le golfe du Lion, c'est le secteur de navigation le plus difficile de toute la Méditerranée. Et j'en parle par expérience. Ici, on a 3 vents dominants, le vent marin, le Mistral, la tramontane qu'on a aujourd'hui. La tramontane, là, je la montre allant vers l'ouest, mais généralement, comme je vais vous montrer sur les images, ça dévie vers les Pyrénées. Donc, voici une configuration pour le Mistral et la tramontane, configuration typique. Donc, le Mistral est ici, la tramontane ici. Par exemple, si on a un messager romain qui doit se rendre à Rome au plus vite et malheureusement, il fait face à une tramontane qui dure 2 semaines, c'est un peu compliqué pour lui. Ensuite, c'est pareil ici sur les côtes du Roussillon, comme aujourd'hui, on ne va pas en mer tout simplement, c'est dangereux, quoi. Que dire d'autre? Donc, ces vents-là, quand même, permettent de naviguer. Vous voyez ici au niveau de Agde, je vais vous montrer la photo après, c'est dans le secteur où c'est vert, il y a un peu moins de vent. Donc, il y a moins d'effet de fetch. C'est que c'est un vent de terre, donc plus il souffle vers la mer, plus les vagues montent, mais sur la côte, ça passe encore. Donc, il y a des petites sections où ça peut passer, mais en général, c'est très compliqué. Donc là, je vais vous montrer à l'ouest du Cap d'Agde une vue. En gros, on est ici sur la gauche. C'est à peu près dans les mêmes conditions qu'on voit ici.
Ça ressemble à ça. Ça paraît pas tellement, mais il y a beaucoup de vent. Mais ici, c'est... Oula, ça, c'était ma surprise. Euh, donc, ici, c'est possible de naviguer, mais de l'autre côté, c'est le cap, mais de l'autre côté, c'est là que la tramontane est la plus forte. Donc, on s'arrête ici, on jette l'ancre. Les Romains et les Grecs faisaient probablement, se mettaient probablement à l'ancre à cet endroit-là pour poursuivre ensuite, mais il faut attendre que le vent se calme et ça peut être hyper long. Et surtout, avec ce vent-là, il ne faut pas se retrouver au large. Donc, naviguer près de la côte, ça passe encore, mais si on est envoyé au large, c'est littéralement une machine à laver. Je l'ai vécu, mais j'étais sur un très gros bateau, heureusement. Et on a vu un bateau de 10 mètres passer et on croyait qu'il était en problème, vu la situation. Et donc, pour aller en Espagne et pour revenir d'Espagne, les Romains suivaient la côte. Ça dépend des conditions. En plein été, quand tout va bien, à la limite, on peut essayer de passer au milieu. Mais bon, le reste du temps, on suit la côte et on espère de ne pas être poussé au large parce que, bon, c'est pas la mort, mais presque. Je ne souhaite pour tout l'or du monde, je ne veux pas me retrouver en tant que marin, je ne veux pas me retrouver dans ce genre de situation-là. C'est tout simplement. Donc, on a le même secteur ici, mais cette fois avec le vent marin. Donc là, ça ressemble à ça. C'est compliqué aussi, vous en conviendrez. Donc, le problème avec le Golfe, c'est que à l'époque, déjà, les navires n'avaient pas de propulsion à moteur. On n'avait pas les installations portuaires comme aujourd'hui. Et les navires étaient aspirés dans le fond du Golfe et ils allaient s'échouer sur les plages. Aujourd'hui, on s'en rend plus compte. Mais à l'époque, c'était une côte très naufragifère. Et des gens qui ont dû faire naufrage, je sais pas, ça devait être, je sais pas, 30 navires par année minimum, quoi. Malheureusement, les textes n'en parlent pas trop. Bon, bref, pour moi, ces éléments-là, en plus des passages de Strabon qui nous indiquent qu'à la fin du 3e siècle, les Romains s'intéressaient à l'accès terrestre, la justification, pour moi, elle est évidente. C'est les conditions de navigation, c'est un problème pour eux. S'ils ont seulement l'accès maritime, ils sont coupés de l'Italie pendant 4, 5, 6 mois par année. Donc, l'accès terrestre est important, quoi. Déjà, en cas de tramontane comme aujourd'hui, ils pouvaient passer sur la terre et ne pas être arrêtés. Sur le site de Pêche-Mao, on a 3 boulets de basalte du calibre de 6 mines, donc un petit calibre antipersonnel. Donc, OK, les Marseillais, ils étaient probablement présents. Les boulets sont dans la couche de destruction, c'est assez évident. On n'a pas de preuve que les Romains étaient là, malheureusement. Néanmoins, dans le couloir d'entrée de l'oppidum, on retrouve ce graffito. Et donc, c'est a priori un navire romain. Je vous mets il daterait aussi de l'époque de la destruction pour le coup. Regardez. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Vous voyez la boîte à la main? Hop. Déjà, il y a la boîte. Et ensuite, c'est 2 proues asymétriques. Donc, comme ça. Apparemment, qu'il y a quelqu'un qui a vu un navire romain sur l'oppidum, peut-être à l'époque de sa destruction. Donc, bon, c'est l'indice, c'est le meilleur indice qu'on ait pour en parler. Et donc, oui, ça fait partie de ma thèse où j'insiste sur le fait que les conditions de navigation ont fait en sorte que les Romains ont voulu avoir l'accès terrestre et Pêche-Mao bloquait l'accès terrestre à un endroit très stratégique. Et bon, ça semble logique que le site a été balayé, d'autant plus que la chronologie de la destruction à fin 3e, elle fonctionne assez bien avec la datation de Strabon. Et donc, plusieurs éléments. Je vais terminer avec un site qui est tout près d'ici, dont j'ai vu les boulets il n'y a pas longtemps et ça m'a beaucoup surpris. Donc, c'est le site de Collioure. Donc, on va s'approcher ici, au bas des Pyrénées. On va s'approcher encore un peu plus. Donc, c'est la première crique importante dans les Pyrénées. Ici, c'est Cap Béar. C'est le cap le plus vanté de France. Donc, Collioure, c'est un excellent endroit pour faire une pause avant de continuer en cas de tramontane, par exemple. Donc, je m'approche encore un peu plus. Donc, voici le port d'un peu plus loin. Et lors des fouilles du château royal de Collioure, donc qui est ici, ils ont retrouvé ces 2 pièces d'artillerie qui sont ici.
Alors, quand j'ai eu vent de ces boulets, j'ai demandé à pouvoir les voir et c'est ce que j'ai vu. Donc, on a des boulets qui pèsent précisément 20 000 grecs, en l'occurrence, calibre qu'on retrouve à Marseille. Pour comparaison, je vous montre des boulets marseillais derrière. Donc, vous voyez, ça ressemble assez, basalte vacuolaire. Ah oui, le petit morceau, on l'a analysé, il vient de Rochelongue aussi. Donc, je montre d'autres boulets. Hop, et voici. Et donc, sur le tableau, on a les boulets de Collioure comparés aux boulets de Roquepertueuse Marseille. Donc, le diamètre, comme vous pouvez voir, ça ne varie pas beaucoup d'un centimètre maximum. Le poids, pareil, ça va être 1 kilo maximum, même pas 1 kilo entre les deux boulets extrêmes. Le faciès, ça fonctionne bien. Et enfin, la susceptibilité magnétique, ça, c'est assez intéressant pour les boulets du calibre de 20 000. Je ne les ai pas tous mis ici, mais toutes les susceptibilités, ils rentrent dans la même gamme. On a l'impression qu'ils sont allés tailler les boulets au même endroit, peut-être en même temps. Donc, ça fonctionne tout avec Rochelongue ou en bonne, peut-être plus Rochelongue, étant donné qu'on sait que le fragment de Couillard, il vient de Rochelongue et qu'on a aussi le Entremont 2 qui vient de Rochelongue, confirmé par la géochimie. Il y a le Couillard 1 qui est un peu plus élevé en susceptibilité magnétique, qui pourrait fonctionner avec soit en bonne ou Saint-Tibéry. Et donc, je vous ai dit, c'est des boulets du calibre de 20 000 qui ont été retrouvés sur le site d'un port qui est connu pour avoir été fréquenté dans l'Antiquité. Ils ont quantité de céramique d'importation sur la route stratégique de l'Espagne. Et Philon de Byzance, encore lui, nous raconte, à propos des ports, on établira enfin pour chaque entrée et de chaque côté de l'entrée des pétroboles de 20 000. Après avoir nommé d'autres types d'armes, il dit de cette manière, si quelqu'un des navires de l'ennemi venait à renforcer l'entrée des ports, il serait ou incendié ou percé par les éperons ou submergé par les amphores en plomb et par les projectiles de pétrobole. C'est les catapultes à pierre. Et donc, bon, ça fonctionne assez bien, je trouve, avec le site de Couillard. Le problème, c'est que les boulets ont été retrouvés en contexte du 17e siècle. Donc, il y aurait des boulets grecs qui auraient traversé tout ce temps-là sur ce site. C'est assez surprenant. Après, je ne connais pas les métrologies pour le 17e, mais bon, là, clairement, on a une métrologie grecque et en comparaison avec les autres boulets, c'est la même chose, on a une même provenance. Donc, l'hypothèse de catapultes grecques qui ont pu transiter par Couillard me semble assez justifiée. Dernière chose, on a ce boulet-là. Donc, même par le diamètre, on se rend compte que c'est le même calibre que les autres. Il est probablement en pegmatite locale. Donc, la pegmatite, on la trouve sur les petits traits rouges ici. Donc là, il y a un travail de prospection à faire. Il faudra aller rechercher les sources probables et comparer par la géochimie, par exemple. Et bon, si ça vient vraiment de cet endroit-là, ça veut dire qu'il y aurait des boulets grecs qui ont été taillés sur place, donc probablement une occupation marseillaise ou à tout le moins de catapulte marseillaise sur ce site qui était une escale, comme je disais, importante sur la route de l'Espagne. Il y a notamment Caton, l'ancien, en 195. Il donne rendez-vous à ces légions qui viennent par voie maritime à Portus-Pyrénées, au port Pyrénées. Donc, ça pourrait être à cet endroit-là. Et cet endroit-là, à cette époque-là, a pu potentiellement être protégé par les alliés marseillais qui d'ailleurs faisaient le commerce avec les populations locales. Allez. Là, la conclusion, je vais vraiment la lire, par exemple. Allez. J'espère avoir réussi à vous exposer tout l'intérêt de l'étude archéométrique des boulets de basalte et des boulets de catapulte tout simplement et le rôle de fossile directeur qu'il reste encore largement exploité. Mon objectif pour l'instant, c'est de terminer de rassembler le corpus de boulets. Il y a 2 ou 3 sites où je n'ai pas pu observer les boulets.
de poursuivre les analyses géologiques, de faire plus d'analyses géochimiques et de susceptibilité magnétique. On a déjà les bases de données, donc ça, c'est assez facile. Mais pour la géochimie, ce serait bien d'en faire beaucoup plus. Il y a des liens à faire entre plusieurs sites aussi, entre les boulets et les calibres. Il y a beaucoup de réponses à avoir. Et à côté de ça, je souhaite rassembler le corpus de boulets de calcaire, des boulets qu'on retrouve souvent en association avec les boulets de basalte, que je n'ai pas étudié au moment où j'ai entrepris l'étude, parce que pour moi, le basalte, bon, c'était assez facile. La pierre, pour la retrouver, il n'y en a pas partout. Mais là, le calcaire, c'est plus compliqué, quoique. On connaît les carrières marseillaises de calcaire, on les connaît assez bien. Donc, bon, dans l'idée, ça va être d'aller faire des carottages pour étudier les micro-coquillages en lame mince en association avec Montpellier 2. Et bon, tout simplement, d'essayer de trouver la bonne carrière qui devrait se trouver peut-être dans le secteur de Cap-Couronne. Ça reste à confirmer. Et donc, on va faire une étude métrologique aussi sur le corpus de boulets et on va aussi étudier les pierres qui sont non volcaniques et qui ne sont pas du calcaire. Donc, comme la pegmatite, je crois qu'on a du grès, du granit. On va essayer de retrouver d'où ça vient. Et ça serait souhaitable de diffuser ce type d'études ailleurs, en Espagne, par exemple, un jour. Tout simplement par le fait que, par exemple, dans le cas de Massalia, les textes nous mentionnaient des combats contre les populations locales, contre les Gaulois, contre les Celto-Ligures, mais on n'avait aucun exemple précis. Et maintenant, comme vous avez pu voir avec la carte de répartition, c'est pas nécessairement que des opérations militaires. Ça va être à vérifier, mais on a plusieurs sites où c'est évident. Mais bon, il y a des réponses à obtenir encore et il faut faire un gros travail d'archivage pour connaître les contextes de découverte de fouilles qui sont souvent anciennes, quand c'est encore possible. Et j'affectionne particulièrement le cas de la Sicile parce que ça me fait penser à Marseille. On a plusieurs cités grecques, carthaginoises, pas beaucoup d'histoire, peut-être un peu plus que Marseille, mais quoique. Une cité comme Ségeste, je crois, on ne connaît pratiquement rien. Et grâce à l'étude des projectiles de pierre, ça nous apporte une nouvelle vision des choses et à faire de nouvelles réflexions, tout simplement. J'aimerais bien voir une carte de répartition des boulets pour Syracuse ou Catane ou Palerme, par exemple. Ça reste à faire, hein, tout simplement. Enfin, j'aurais aimé vous présenter plus en détail les sites concernés par les découvertes de boulets, mais déjà, ça en fait beaucoup. Et ensuite, de nombreux contextes archéologiques demandent une révision. C'est ce qu'Axel va nous montrer en partie par la suite. C'est pas si évident que nous le dit la littérature archéologique souvent. Il faut se méfier. Il faut revoir le matériel. J'espère que tu le feras un jour. Je vous remercie. C'est le Pergame. La Pergame. Ah, peut-être. Regardez, je vous montre une dernière chose. Ici, on a un boulet qui a été retrouvé dans les feuilles de la Corne du Port à Marseille, dans un endroit où on sait que ça a été attaqué par l'armée romaine et à coups de catapulte. Le boulet, il est marqué 38 et il fait 37,7 livres même. Donc, c'est pas mal. J'aimerais bien que ce soit au musée un jour. Et peut-être vous parler d'un dernier truc. Excusez-moi. À partir du poids du boulet, on a la formule mathématique qui est donnée par Philon de Byzance pour connaître les tailles de toutes les pièces de la catapulte. Et donc, par exemple, si on retrouve un boulet au pied d'une tour, on peut se demander, bon, est-ce que ça a été une attaque ou est-ce qu'il y a une catapulte qui a pu équiper la tour? Et c'est ce genre de choses que ça nous permet de faire. Voilà, j'ai fini.